Bienvenue sur notre chaîne dédiée au génie méconnu de l'histoire française. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée de Marcel Rousseau, mécanicien autodidacte parisien qui, au mépris des ordres de ses supérieurs et des lois de la physique établies, réussit à concevoir et construire en secret, dans les caves de Renault, pendant l'occupation, un moteur révolutionnaire qui défiait tous les principes techniques de l'époque. Cette invention, née de l'obstination d'un homme simple face à l'impossible, allait bouleverser l'industrie aéronautique française et changer le cours de la guerre aérienne. Cette histoire authentique de génie populaire et d'insubordination créatrice nous plonge dans l'univers des ateliers clandestins de la résistance industrielle, où des ouvriers français refusaient la défaite en inventant l'avenir. Rousseau nous enseigne que les plus grandes innovations naissent souvent de la révolte contre les certitudes établies et du refus d'accepter l'impossible comme une fatalité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'inventeurs français méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces héros de l'ingéniosité française. Préparez-vous à découvrir comment un simple mécanicien est devenu le père secret de l'aviation moderne. L'automne 1940 marqua pour la France l'une des périodes les plus sombres de son histoire, avec l'occupation allemande qui transformait les fleurons de l'industrie française en outils de l'effort de guerre nazi. Dans ce contexte dramatique, les usines Renault de Boulogne-Billancourt, réquisitionnées par l'occupant pour produire des chars et des moteurs d'avion destinés à la Luftwaffe, abritaient pourtant dans leurs entrailles une résistance silencieuse menée par des ouvriers français qui refusaient de se résigner à la défaite. Parmi ces résistants de l'ombre se trouvait Marcel Rousseau, mécanicien de 42 ans, ancien ajusteur des ateliers d'aviation qui nourrissait depuis l'enfance une passion obsessionnelle pour les moteurs et une conviction inébranlable que la technique française pouvait surpasser celle de l'ennemi. Rousseau n'était pas un ingénieur diplômé des grandes écoles, mais un pur produit de l'école ouvrière française, formé sur le tas dans les ateliers de mécanique de précision du Faubourg Saint-Antoine avant de rejoindre Renault en 1925. Son génie intuitif des mécaniques complexes et sa capacité extraordinaire à sentir les machines lui avaient rapidement valu une réputation légendaire parmi ses collègues. « Marcel peut faire chanter n'importe quel moteur », disaient les ouvriers, admiratifs devant sa capacité quasi surnaturelle à diagnostiquer et réparer les pannes les plus mystérieuses. Cette expertise exceptionnelle, acquise par 15 années d'expérience pratique, allait se révéler cruciale dans l'aventure extraordinaire qui l'attendait. La défaite de juin 1940 et l'occupation des usines Renault par les Allemands avaient plongé Rousseau dans une rage froide, qui couvait sous des apparences de soumission résignée. Contraint de travailler pour l'effort de guerre allemand sous peine de déportation, il accomplissait mécaniquement les tâches qui lui étaient assignées, tout en développant secrètement un projet fou qui germait dans son esprit depuis des mois. Concevoir un moteur d'aviation révolutionnaire qui surpasserait tout ce que possédaient les Allemands et redonnerait à la France une supériorité technique décisive dans le domaine aéronautique. Ce projet, né de la colère patriotique et nourri par l'orgueil professionnel blessé, semblait pourtant relever de la pure utopie. Les moteurs d'aviation de l'époque avaient atteint, selon tous les experts, les limites de la physique possible. Les ingénieurs les plus brillants de Rolls-Royce, BMW et Pratt & Whitney s'épuisaient à gagner quelques chevaux de puissance supplémentaires en sophistiquant des technologies déjà poussées à l'extrême. Comment un simple mécanicien français, travaillant seul dans la clandestinité, pourrait-il réussir là où les meilleures équipes d'ingénieurs du monde échouaient? Cette impossibilité théorique ne décourageait nullement Rousseau, bien au contraire. Les ingénieurs réfléchissent trop, marmonnait-il en observant les plans des moteurs allemands qu'il était chargé d'entretenir. Ils compliquent tout avec leurs calculs et leurs théories. Moi, j'écoute ce que me dit la machine. Cette approche intuitive et empirique, méprisée par l'élite technique de l'époque, allait se révéler être sa force principale dans la conception d'une mécanique qui défierait toutes les règles établies. Son obsession commença par une observation apparemment banale, lors de l'entretien d'un moteur BMW 801, réquisitionné sur un Focke-Wulf 190 abattu en Normandie. En démontant le système d'injection, Rousseau remarqua une vibration particulière qui échappait aux techniciens allemands, mais qui révélait à son oreille exercée un défaut fondamental dans la conception du système d'alimentation. Ce moteur perd au moins 200 chevaux
à cause de cette mauvaise synchronisation, diagnostiqua-t-il immédiatement. Cette découverte fut le déclic qui l'amena à concevoir une approche radicalement différente de la propulsion aéronautique. Travaillant de nuit dans un atelier clandestin qu'il avait aménagé dans les caves désaffectées de l'usine, éclairé seulement par une lampe à pétrole pour éviter de révéler sa présence aux patrouilles allemandes, Rousseau commença à dessiner les plans d'un moteur révolutionnaire qui intégrait des innovations techniques que personne n'avait encore imaginées. Ces calculs, effectués à la main sur des bouts de papier récupérés, révélaient la possibilité théorique de construire un moteur développant près de 3000 chevaux, soit le double de la puissance des meilleurs moteurs existants, tout en étant plus léger et plus fiable. Cette performance extraordinaire reposait sur une innovation fondamentale que Rousseau appelait l'injection à résonance harmonique, un système qui synchronisait parfaitement les cycles d'admission, compression, combustion et échappement selon des principes acoustiques qu'aucun ingénieur n'avait encore explorés. Un moteur, c'est comme un orchestre, expliquait-il dans ses notes manuscrites. Si tous les instruments jouaient en harmonie, la musique devient sublime. Si chaque cylindre vibre à la bonne fréquence, le moteur chante la perfection. Cependant, passer de la théorie à la pratique nécessitait des matériaux et des outils auxquels un simple ouvrier n'était pas censé avoir accès. Les alliages spéciaux, les systèmes de précision, les équipements de mesure indispensables à la construction d'un tel moteur étaient rigoureusement contrôlés par les Allemands et réservés à leur propre production militaire. Comment Rousseau allait-il surmonter ces obstacles apparemment insurmontables pour donner vie à son rêve mécanique? La réponse résidait dans un réseau clandestin d'ouvriers français qui, comme lui, refusaient la résignation et organisaient discrètement une résistance industrielle aux méthodes nazies. Ces hommes, techniciens, ajusteurs, fondeurs, soudeurs, partageaient tous la même conviction que l'excellence technique française ne devait pas mourir sous l'occupation. Ensemble, ils allaient entreprendre l'une des aventures industrielles les plus audacieuses et les plus secrètes de la Seconde Guerre mondiale. L'hiver 1940-1941 vit naître dans les sous-sols de l'usine Renault un réseau clandestin d'une efficacité redoutable, baptisé l'Atelier Fantôme par ses membres. Cette organisation informelle, dirigée de facto par Rousseau grâce à son charisme naturel et à ses compétences techniques exceptionnelles, réunissait une vingtaine d'ouvriers spécialisés qui partageaient la même passion pour l'excellence mécanique et le même refus de voir la France techniquement humiliée par l'occupant. Henri Dubois, fondeur de génie capable de couler les alliages les plus complexes, Paul Martin, électricien virtuose des systèmes d'allumage haute tension, et André Lecomte, tourneur de précision dont les tolérances de travail défaient l'entendement, formaient avec Rousseau le noyau dur de cette équipe exceptionnelle. La clandestinité imposait des contraintes de fonctionnement d'une complexité extraordinaire. Chaque membre de l'équipe continuait officiellement son travail normal pour l'effort de guerre allemand, tout en détournant discrètement matériaux, outils et tant de machines pour le projet secret. Cette double vie exigeait une discipline et une discrétion absolue. Pas de documents écrits compromettants, communication uniquement orale et codée, rendez-vous selon un système de signaux convenus, destruction immédiate de toute trace de leur activité clandestine en cas d'alerte. Rousseau avait conçu un système génial pour camoufler leurs activités. Officiellement, l'équipe travaillait sur des améliorations de rendement, des moteurs allemands en production, modifications qui permettaient théoriquement d'augmenter leur efficacité pour l'occupant. En réalité, chaque amélioration testée sur les moteurs allemands servait à valider un aspect technique du moteur révolutionnaire en cours de développement. Cette couverture parfaite leur permettait d'expérimenter librement sous le nez des contrôleurs allemands, qui voyaient même d'un bon œil ces initiatives d'amélioration de leur équipement. Le génie de Rousseau ne résidait pas seulement dans ses innovations techniques, mais aussi dans sa capacité à organiser efficacement cette production clandestine. Il avait divisé la construction de son moteur en une centaine de composants différents, chacun étant fabriqué séparément par un membre différent de l'équipe, selon un planning minutieusement orchestré qui évitait que quiconque, hormis lui-même, puisse comprendre l'ensemble du projet. Cette compartimentalisation protégeait l'opération contre les risques de dénonciation ou d'infiltration. La récupération des matériaux nécessaires relevait d'un art consommé du détournement industriel. Dubois se trompait régulièrement dans ses coulées d'alliages spéciaux, produisant des rebuts qui disparaissaient mystérieusement avant d'être officiellement recyclés.
Martin testait l'équipement électrique en prélevant des composants qui n'étaient jamais rendus au stock. Le comte usinait des pièces d'essai qui restaient introuvables après les tests. Ces détournements, minimes individuellement, permettaient d'accumuler progressivement tous les matériaux nécessaires au projet. L'innovation technique la plus révolutionnaire du moteur de Rousseau concernait son système d'alimentation en carburant. Abandonnant les carburateurs classiques et même l'injection directe traditionnelle, il avait conçu un système d'injection à ondes de choc qui utilisait les variations de pression créées par les pistons eux-mêmes pour optimiser l'alimentation de chaque cylindre selon les conditions de fonctionnement. Cette technologie, qui ne sera redécouverte que dans les années 1980, permettait d'obtenir un rendement énergétique extraordinaire et une réponse moteur d'une souplesse inouïe. Le système de refroidissement constituait une autre innovation majeure. Au lieu du refroidissement liquide classique, Rousseau avait développé un refroidissement par circulation d'air forcé à flux laminaire, qui utilisait la rotation même du moteur pour créer des courants d'air parfaitement calibrés, refroidissant chaque partie du moteur selon ses besoins spécifiques. Cette technologie, inspirée de ses observations de la ventilation naturelle dans les ateliers, permettait un refroidissement plus efficace que les systèmes liquides, tout en éliminant le poids et la complexité des radiateurs. Mais l'innovation la plus spectaculaire concernait le système de transmission de puissance. Rousseau avait imaginé un multiplicateur harmonique qui utilisait les vibrations naturelles du moteur, généralement considérées comme parasites, pour amplifier la puissance transmise à l'hélice. Ce système, basé sur des principes de résonance acoustique que personne n'avait encore appliqués à la mécanique, permettait théoriquement de multiplier par 2 la puissance effective sans augmenter la consommation de carburant. Ces innovations révolutionnaires nécessitaient des tests d'une précision extraordinaire. L'équipe clandestine avait construit, pièce par pièce, un banc d'essai miniature dissimulé dans une cave condamnée de l'usine. Ce laboratoire secret, accessible par un passage dérobé connu des seuls membres de l'atelier fantôme, permettait de tester chaque composant du moteur dans des conditions contrôlées sans risquer d'être découvert par les patrouilles allemandes. Les premiers essais, effectués sur des maquettes réduites du moteur, révélèrent des performances qui dépassaient toutes les espérances de Rousseau. Les mesures de puissance, effectuées avec des instruments de fortune, mais d'une précision remarquable, confirmaient que son moteur développait effectivement une puissance extraordinaire, tout en consommant moins de carburant que les moteurs conventionnels. Ces résultats, qui semblaient défier les lois de la thermodynamique, s'expliquaient par l'optimisation parfaite de tous les cycles mécaniques, selon des principes que l'industrie officielle n'avait jamais explorés. Cependant, ces succès techniques créaient un nouveau défi. Comment passer de la maquette au prototype grandeur nature sans attirer l'attention des autorités d'occupation? Cette étape cruciale nécessiterait des moyens industriels considérables et comporterait des risques de découverte infiniment plus élevés. L'atelier fantôme se trouvait à un tournant décisif de son aventure clandestine. L'été 1941 marqua une escalade dangereuse dans les activités de l'atelier fantôme, avec le début de la construction du prototype grandeur nature du moteur révolutionnaire de Rousseau. Cette phase critique nécessitait des moyens techniques considérablement supérieurs à ceux utilisés pour les maquettes, imposant au réseau clandestin des risques exponentiels de découverte par les services de sécurité allemands qui surveillaient de plus en plus étroitement la production industrielle française. La paranoïa nazie concernant le sabotage industriel s'intensifiait parallèlement au premier succès de la résistance, créant un contexte de surveillance renforcé particulièrement défavorable aux activités secrètes de l'équipe. Rousseau avait calculé que la construction complète du prototype nécessiterait environ 6 mois de travail clandestin, mobilisant l'équipe 3 nuits par semaine dans des conditions de sécurité absolue. Cette durée, incompressible compte tenu de la complexité technique du moteur et des contraintes de discrétion, représentait une fenêtre de vulnérabilité extraordinairement longue, pendant laquelle la moindre erreur, le moindre soupçon, la moindre dénonciation pourrait anéantir des mois d'efforts et envoyer toute l'équipe en déportation ou face au peloton d'exécution. Le défi logistique le plus complexe concernait la fabrication du bloc moteur principal, pièce massive de 200 kg qui nécessitait des techniques de fonderie et d'usinage impossibles à dissimuler dans l'atelier secret habituel. Dubois proposa une solution audacieuse. Intégrer cette fabrication dans la production officielle en créant un faux ordre de commande allemand pour une série d'essais de blocs moteurs expérimentaux. Cette falsification de documents officiels représentait un risque énorme,
mais elle permettait d'utiliser les installations industrielles principales sans éveiller les soupçons. La création de faux ordres de fabrication allemands nécessitait des compétences en espionnage que ne possédait aucun membre de l'atelier fantôme. Rousseau prit contact, par l'intermédiaire de réseaux ouvriers discrets, avec un groupe de résistants spécialisé dans la falsification de documents administratifs. Cette collaboration entre résistance technique et résistance administrative créait un pont dangereux entre deux mondes clandestins qui auraient dû rester étanches, mais elle était indispensable au succès du projet. L'opération de fabrication du bloc moteur se déroula en avril 1941 avec une précision digne d'un cambriolage de haute volée. Profitant d'une inspection de routine des autorités allemandes dans un autre secteur de l'usine, l'équipe de Dubois coula et usina le bloc moteur révolutionnaire en une seule nuit de travail intensif. Cette prouesse technique, réalisée en 12 heures de labeur continu, nécessitait une maîtrise des procédures de fonderie et d'usinage qui témoignait de l'excellence absolue des ouvriers français de cette époque. Parallèlement à cette fabrication clandestine, Rousseau perfectionnait les innovations techniques les plus complexes de son moteur. Le système d'injection à ondes de choc nécessitait un réglage d'une précision millimétrique qui mobilisait toutes ses capacités d'ajusteur de génie. Travaillant uniquement à l'oreille et au toucher, sans instrument de mesure sophistiqué qui aurait trahi ses activités, il parvint à calibrer ce système révolutionnaire selon des tolérances que les meilleures banques d'essais de l'époque n'auraient pu contrôler. Le multiplicateur harmonique représentait un défi encore plus complexe. Cette innovation, basée sur des calculs de résonance acoustique que Rousseau effectuait intuitivement sans formation mathématique approfondie, nécessitait un équilibrage parfait de masse rotative selon des principes que l'industrie aéronautique ne maîtrisera que plusieurs décennies plus tard. L'ajustage de ce système, effectué par approximations successives et corrections empiriques, révélait le génie intuitif extraordinaire de ce mécanicien autodidacte. Les tests partiels du prototype, effectués composant par composant pour éviter de faire fonctionner le moteur complet et risquer d'attirer l'attention par le bruit, révélèrent des performances qui dépassaient même les espoirs les plus optimistes de Rousseau. Chaque sous-ensemble testé individuellement confirmait les calculs théoriques et laissait espérer que le moteur complet développerait effectivement la puissance extraordinaire prévue dans les plans originaux. Cependant, cette accumulation de succès techniques créait paradoxalement un nouveau problème. Que faire d'un moteur révolutionnaire dans une France occupée où toute innovation technique risquait d'être confisquée par l'ennemi? Rousseau commençait à réaliser que son invention, si elle s'avérait effective, représenterait un enjeu stratégique majeur qui dépassait largement le cadre de sa revanche personnelle contre l'occupation. Cette prise de conscience allait transformer radicalement ses objectifs et ses méthodes. L'atelier fantôme prit contact, toujours par des intermédiaires sûrs, avec les réseaux de la France libre pour étudier les possibilités d'évacuation clandestine du moteur vers l'Angleterre. Cette démarche, qui transformait une initiative individuelle en opération de résistance stratégique, attira l'attention des services secrets britanniques qui commençaient à s'intéresser aux innovations techniques françaises susceptibles de modifier l'équilibre des forces dans la guerre aérienne. Le SOE, Special Operations Executive britannique, dépêcha discrètement un expert technique pour évaluer la crédibilité du projet de Rousseau. Cette inspection secrète, menée par un ingénieur aéronautique de Rolls-Royce infiltré en France sous une fausse identité de technicien commercial, confirma que le moteur français présentait effectivement des innovations révolutionnaires susceptibles de donner aux Alliés un avantage décisif dans la guerre aérienne. Cette validation externe transformait l'aventure personnelle de Rousseau en enjeu de guerre internationale. Désormais, l'atelier fantôme ne travaillait plus seulement pour l'honneur de la technique française, mais pour l'avenir de la liberté en Europe. Cette dimension nouvelle allait imposer des exigences de sécurité et d'efficacité encore plus drastiques, tout en ouvrant des perspectives d'action qui dépassaient les rêves les plus fous du modeste mécanicien parisien. L'automne 1941 vit l'achèvement du prototype révolutionnaire de Rousseau dans des conditions de secret absolu, qui transformaient chaque séance de travail en opération de haute voltige clandestine. Le moteur complet, assemblé composant par composant dans la cave secrète au cours de nuits de labeur silencieux, révélait une esthétique technique saisissante qui témoignait du génie de son concepteur. Ligne pure, surface parfaitement polie, équilibrage visible à l'œil nu, architecture mécanique d'une harmonie qui révélait l'art consommé des ajusteurs français de cette époque héroïque. Cette beauté technique n'était pas gratuite, mais reflétait l'optimisation poussée de chaque détail
pour obtenir les performances extraordinaires promises par les calculs théoriques. Le premier essai complet du moteur fut programmé pour la nuit du 15 octobre 1941, date choisie pour coïncider avec une inspection allemande prévue dans un autre secteur de l'usine, qui mobiliserait l'attention des services de sécurité. Cette synchronisation délicate nécessitait un timing parfait et une coordination absolue entre tous les membres de l'atelier fantôme, chacun ayant un rôle précis dans cette opération, qui représentait l'aboutissement de 11 mois d'efforts clandestins et de risques permanents. Les préparatifs de l'essai révélèrent la sophistication extraordinaire du dispositif secret mis en place par Rousseau. Le banc d'essai clandestin, construit pièce par pièce et dissimulé dans les fondations mêmes de l'usine, égalait en précision les meilleurs équipements officiels de l'industrie aéronautique française. Système de mesure de précision, dispositif d'amortissement des vibrations, équipement de sécurité contre l'incendie ou l'explosion, rien n'avait été laissé au hasard dans cette installation secrète qui témoignait de l'excellence technique de l'équipe. Quand Rousseau actionna le démarreur improvisé du moteur révolutionnaire, dans le silence tendu de la cave éclairée seulement par quelques lampes électriques masquées, le ronronnement qui s'éleva défia immédiatement toutes les attentes. Au lieu du grondement caractéristique des moteurs d'aviation classique, l'invention française produisait un son harmonieux, presque musical, qui révélait l'optimisation parfaite de tous ces cycles mécaniques. Cette signature acoustique unique confirmait que les innovations de résonance harmonique fonctionnaient exactement comme prévu. Les relevés de puissance, effectués avec des instruments de fortune mais d'une précision remarquable, révélèrent des performances qui stupéfièrent même Rousseau. 2850 chevaux à plein régime, soit effectivement le double de la puissance des meilleurs moteurs existants, avec une consommation de carburant inférieure de 30% au standard de l'époque. Ces chiffres, qui semblaient défier les lois de la physique, s'expliquaient par l'optimisation révolutionnaire de tous les paramètres techniques, selon des principes que l'industrie officielle ne découvrirait que des décennies plus tard. Plus impressionnant encore, le moteur révélait une souplesse de fonctionnement extraordinaire, passant du ralenti à la pleine puissance avec une progressivité et une stabilité qui témoignaient de l'excellence de sa conception. Les vibrations, fléau traditionnel des moteurs puissants, étaient pratiquement inexistantes grâce au système d'équilibrage harmonique de Rousseau. Cette douceur de fonctionnement, combinée à la puissance exceptionnelle, créait une combinaison technique qui révolutionnait complètement les standards de l'aviation. Cependant, ces performances extraordinaires créaient un nouveau défi. Comment exploiter cette innovation révolutionnaire sans attirer l'attention de l'occupant allemand, qui surveillait étroitement toute activité technique susceptible de modifier l'équilibre militaire? Le moteur de Rousseau représentait désormais un enjeu stratégique majeur qui dépassait largement le cadre de l'atelier fantôme et nécessitait une approche coordonnée avec les plus hautes instances de la résistance française. Le contact avec Londres, établi par l'intermédiaire du réseau Alliance, dirigé par Marie-Madeleine Fourcade, permit de transmettre aux services techniques britanniques les caractéristiques précises du moteur révolutionnaire. Cette communication, codée selon des procédures ultra-secrètes, déclencha immédiatement l'intérêt passionné du Air Ministry britannique, qui réalisa instantanément les implications stratégiques de cette innovation française pour la guerre aérienne en cours. L'expert de Rolls-Royce qui examina secrètement le moteur de Rousseau confirma dans son rapport confidentiel à Londres que cette invention représentait une avancée technique de 15 à 20 ans sur tout ce qui existe actuellement dans l'aviation mondiale. Cette évaluation enthousiaste déclencha immédiatement la mise en place d'une opération d'exfiltration du moteur et de son inventeur vers l'Angleterre, opération baptisée Harmonie, en référence aux innovations de résonance harmonique de Rousseau. Cependant, l'exfiltration d'un moteur de 300 kg et de son équipe de concepteurs à travers la France occupée représentait un défi logistique d'une complexité extraordinaire. Cette opération nécessiterait la mobilisation de plusieurs réseaux de résistance, l'organisation de caches successives, la préparation de moyens de transport clandestins, et finalement une évacuation par voie maritime ou aérienne depuis les côtes françaises contrôlées par l'ennemi. Les préparatifs de cette évacuation révélèrent l'ampleur de l'intérêt international suscité par l'invention de Rousseau. Les services secrets américains, alertés par leurs homologues britanniques, proposèrent leur assistance technique et logistique. Les soviétiques eux-mêmes, par l'intermédiaire de leur réseau clandestin en France,
manifestèrent leur intérêt pour cette innovation susceptible d'améliorer les performances de leur aviation de chasse face à la Luftwaffe. Cette attention internationale transformait le modeste mécanicien parisien en enjeu géopolitique majeur, révélant comment l'innovation technique peut modifier les équilibres stratégiques et devenir un facteur décisif dans les conflits contemporains. L'aventure personnelle de Rousseau prenait désormais une dimension historique qui dépassait largement ses ambitions initiales de revanche patriotique contre l'occupant. L'hiver 1941-1942 transforma l'atelier Fantôme en véritable centre nerveux d'une opération de résistance d'envergure internationale, orchestrée conjointement par les services secrets britanniques, français et américains pour assurer l'exfiltration du moteur révolutionnaire et de son équipe vers l'Angleterre. Cette escalade dans l'ampleur de l'opération imposait des contraintes de sécurité exponentielle, multiplication des intermédiaires, cloisonnement strict des informations, procédures de camouflage de plus en plus sophistiquées pour dissimuler les préparatifs d'évacuation aux services allemands, dont la surveillance s'intensifiait parallèlement au succès de la résistance européenne. Rousseau lui-même éprouvait des sentiments contradictoires face à cette internationalisation de son projet. D'un côté, la reconnaissance de son génie par les plus hautes instances techniques alliées comblait sa fierté professionnelle et validait des années d'efforts solitaires. D'un autre côté, la transformation de son invention en enjeu stratégique lui faisait perdre le contrôle de sa création et l'entraînait dans une aventure dont il ne maîtrisait plus les implications ni les risques. « J'ai voulu construire un moteur français », confiait-il à Dubois. « Et voilà que j'ai déclenché une guerre de services secrets. » L'opération Harmonie nécessitait la construction de plusieurs exemplaires du moteur révolutionnaire pour éviter que la perte éventuelle d'un prototype ne compromette définitivement l'avantage technique acquis. Cette duplication imposait à l'atelier Fantôme un rythme de production clandestin d'une intensité épuisante. Travail de nuit quotidien, mobilisation de nouveaux ouvriers spécialisés recrutés dans d'autres usines françaises, coordination avec des ateliers secrets installés dans toute la région parisienne. Cette expansion du réseau multipliait les risques de découverte mais permettait d'accélérer considérablement la production. Le recrutement de nouveaux collaborateurs pour cette phase d'expansion révélait l'existence en France occupée d'une véritable résistance industrielle dont l'ampleur dépassait les estimations des services allemands. Des dizaines d'ouvriers qualifiés, dans toutes les spécialités techniques, acceptaient spontanément de risquer leur vie pour contribuer à cette revanche française sur l'occupant. Cette mobilisation révélait que l'orgueil professionnel français constituait une force de résistance sous-estimée par la propagande nazie. La fabrication en série des moteurs révolutionnaires nécessitait une organisation logistique d'une complexité redoutable. Approvisionnement en matières premières détournées de la production officielle, coordination des équipes travaillant dans des ateliers dispersés, transport clandestin des composants entre les sites de production, assemblage final dans des conditions de sécurité maximale, tout ce processus industriel clandestin défait les méthodes traditionnelles de production en série. André Lecomte développa un système génial de production éclatée qui fragmentait la fabrication de chaque moteur en une cinquantaine d'opérations différentes, chacune effectuée dans un atelier différent par des équipes qui ne se connaissaient pas entre elles. Cette compartimentalisation protégeait l'ensemble de l'opération contre les risques d'infiltration ou de dénonciation, mais elle nécessitait une coordination d'une précision horlogère pour synchroniser toutes les étapes de production. Les innovations techniques de Rousseau révélèrent leurs implications stratégiques au fur et à mesure des tests approfondis effectués sur les nouveaux prototypes. Le moteur révolutionnaire ne se contentait pas de développer une puissance exceptionnelle. Il permettait également des performances en altitude qui révolutionnaient complètement la stratégie des combats aériens. À 8000 mètres d'altitude, zone où les moteurs classiques perdaient considérablement leur efficacité, l'invention française maintenait 90% de sa puissance nominale. Cette supériorité en haute altitude transformait radicalement les perspectives tactiques de l'aviation alliée. Équipés du moteur de Rousseau, les chasseurs britanniques pourraient intercepter les bombardiers allemands à des altitudes où ces derniers se croyaient en sécurité. Plus révolutionnaire encore, cette technologie ouvrait la voie au développement d'avions de reconnaissance stratégique capables d'opérer à des altitudes inaccessibles aux chasseurs ennemis, révolutionnant complètement les capacités de renseignement aérien. Les services techniques britanniques calculèrent que l'intégration du moteur français dans la production aéronautique alliée pourrait modifier l'équilibre de la guerre aérienne en Europe dès 1943.
Cette évaluation déclencha la décision de Winston Churchill lui-même de donner la priorité absolue à l'opération Harmony, mobilisant pour cette mission les meilleurs spécialistes des opérations clandestines britanniques et français. L'exfiltration était prévue pour le printemps 1942, selon un plan d'une complexité extraordinaire qui combinait transport terrestre clandestin à travers la France occupée, puis évacuation maritime depuis les côtes bretonnes vers l'Angleterre. Cette opération nécessitait la coordination de 3 réseaux de résistance différents, la complicité de pêcheurs bretons et l'appui d'un sous-marin britannique opérant en eaux ennemies. Chaque étape de cette évasion représentait un défi mortel pour tous les participants. Cependant, la préparation intensive de cette exfiltration attirait progressivement l'attention des services de sécurité allemands qui remarquaient une activité suspecte autour des usines Renault. La Gestapo et l'Abwehr intensifiaient leur surveillance, multipliant les contrôles inopinés, les interrogatoires de routine, les fouilles d'ateliers. Cette pression croissante créait une course de vitesse entre les préparatifs d'évasion et le resserrement de l'étau allemand autour de l'atelier fantôme. La tension atteignit son paroxysme en février 1942, quand une dénonciation anonyme signala aux autorités allemandes l'existence d'activités clandestines dans les caves de l'usine Renault. Cette alerte déclencha une fouille méthodique de toutes les installations souterraines, fouille qui découvrirait inévitablement l'atelier secret si l'équipe ne parvenait pas à effacer toutes les traces de ses activités en quelques heures seulement. La nuit du 14 février 1942 restera gravée dans la mémoire de tous les membres de l'atelier fantôme comme celle de la plus grande frayeur de leur aventure clandestine. L'alerte donnée par un sympathisant infiltré dans l'administration française collaboratrice leur laissait moins de 6 heures pour démanteler complètement leur installation secrète avant l'arrivée de la fouille allemande programmée pour l'aube. Cette opération de destruction d'urgence nécessitait d'effacer méticuleusement toute trace de 3 années de travail clandestin, tout en sauvegardant l'essentiel, les moteurs achevés et les plans techniques indispensables à leur reproduction. Rousseau orchestra cette évacuation d'urgence avec le sang-froid et la méthode qui avait caractérisé toute son action clandestine. Chaque membre de l'équipe reçut une mission précise. Dubois et Martin démontèrent les équipements lourds pour les évacuer vers des caches de secours. Lecomte et ses adjoints transportèrent les moteurs terminés vers un entrepôt désaffecté de Bilancourt. D'autres membres nettoyaient méticuleusement tous les locaux pour effacer les traces d'usinage et de montage qui auraient trahi leurs activités. L'évacuation des 3 moteurs révolutionnaires achevés représentait le défi logistique le plus complexe de cette nuit dramatique. Ces machines de 300 kg chacune ne pouvaient être transportées qu'avec des équipements de manutention lourds qui risquaient d'attirer l'attention des patrouilles allemandes. L'équipe utilisa un camion de livraison réquisitionné pour l'occasion, camouflant les moteurs sous des bâches et des caisses de marchandises diverses pour créer l'illusion d'un transport commercial normal. La destruction de l'atelier secret nécessitait un équilibre délicat entre efficacité et discrétion. Il fallait effacer toute trace d'activité technique sans créer de dégâts visibles qui auraient signalé l'existence d'installations clandestines. L'équipe nettoya, démonta, reboucha, camouflée avec un art consommé qui transforma, en quelques heures, un laboratoire sophistiqué en cave ordinaire, apparemment inutilisée depuis des années. L'aube du 15 février vit arriver la fouille allemande dans une usine Renault apparemment normale, où rien ne trahissait l'existence de l'atelier fantôme. Les enquêteurs de la Gestapo, dirigés par l'Oberst Müller, spécialiste de la lutte anti-sabotage, fouillèrent méthodiquement tous les sous-sols, interrogèrent les ouvriers, analysèrent les registres de production, sans découvrir la moindre trace d'activité suspecte. Cette fouille infructueuse confirma l'efficacité extraordinaire du camouflage réalisé par l'équipe française. Cependant, cette alerte révélait que le secret de l'atelier fantôme était compromis et que la poursuite des activités clandestines dans l'usine Renault était devenue impossible. L'équipe devait désormais opérer depuis des bases extérieures, compliquant considérablement la préparation de l'exfiltration prévue vers l'Angleterre. Cette dispersion géographique imposait de nouveaux risques et de nouvelles contraintes de sécurité, qui retardaient d'autant l'évacuation du matériel technique vers Londres. Rousseau prit la décision de diviser son équipe en 3 groupes autonomes, chacun responsable d'un moteur et opérant depuis une base différente. Cette fragmentation réduisait les risques de capture simultanée de tout le matériel, mais elle compliquait la coordination technique et retardait les derniers réglages nécessaires avant l'évacuation finale. Cette période d'attente forcée créait une tension psychologique énorme
chez des hommes habitués à l'action et conscients des risques croissants de découverte. L'installation des nouveaux ateliers secrets révélait l'ampleur du réseau de sympathisants que l'atelier fantôme avait développé au fil des mois. Des garages privés, des caves de particuliers, des hangars désaffectés furent spontanément mis à disposition par des Français ordinaires qui voulaient contribuer à leur manière à la résistance technique contre l'occupant. Cette solidarité populaire témoignait de la profondeur de l'engagement patriotique français, malgré les apparences de résignation imposées par l'occupation. Les nouveaux sites de production permirent à Rousseau de perfectionner encore ses innovations techniques. Travaillant désormais sur des moteurs installés dans des conditions d'essai plus favorables, il découvrit que ses inventions avaient des potentialités encore supérieures à ses calculs initiaux. Le système d'injection à ondes de choc, finement réglé, permettait d'obtenir des pics de puissance momentanés de plus de 3200 chevaux, ouvrant des perspectives révolutionnaires pour les phases de décollage et de combat aérien. Ces performances exceptionnelles suscitaient un intérêt croissant des services techniques alliés qui multipliaient les demandes d'information et accéléraient les préparatifs d'exfiltration. Un nouveau plan d'évacuation fut élaboré, plus ambitieux que le précédent, prévoyant l'exfiltration simultanée des 3 moteurs et de toute l'équipe de l'atelier fantôme vers 3 destinations différentes: l'Angleterre, les États-Unis et l'Union soviétique. Cette répartition visait à garantir que l'innovation française bénéficie à tous les alliés et ne puisse être perdue en cas d'échec partiel de l'opération. La préparation de cette triple exfiltration mobilisait désormais des moyens considérables: 3 réseaux d'évasion différents, des moyens de transport multiples, des complicités dans toute l'Europe occupée. Cette amplification de l'opération témoignait de l'importance stratégique attribuée par les Alliés à l'invention de Rousseau. Mais elle multipliait aussi exponentiellement les risques de compromise et les dangers pour tous les participants. L'atelier fantôme se trouvait désormais au cœur d'une opération de résistance internationale dont l'enjeu dépassait largement les ambitions initiales de revanche technique contre l'occupant. Cette transformation révélait comment l'innovation individuelle peut devenir un facteur géopolitique majeur et modifier l'équilibre des forces dans un conflit mondial. L'aventure de Rousseau illustrait parfaitement la capacité du génie français à surprendre le monde et à changer le cours de l'histoire. Le printemps 1942 vit l'aboutissement de l'aventure de l'atelier fantôme avec le déclenchement simultané des 3 opérations d'exfiltration baptisées Harmony West vers l'Angleterre, Harmony East vers l'URSS et Harmony America vers les États-Unis. Cette triple évacuation, orchestrée selon un timing millimétrique pour éviter que l'échec de l'une compromette les autres, représentait l'une des opérations de résistance les plus ambitieuses et les plus complexes de toute la Seconde Guerre mondiale. Elle mobilisait simultanément les meilleurs réseaux clandestins européens et témoignait de l'importance stratégique exceptionnelle attribuée par tous les Alliés à l'invention révolutionnaire du mécanicien français. Rousseau lui-même fut désigné pour accompagner le moteur principal vers l'Angleterre, mission qui lui permettrait de superviser personnellement l'intégration de ces innovations dans la production aéronautique britannique. Cette responsabilité, qui le comblait de fierté professionnelle, l'arrachait néanmoins définitivement à sa France natale et à sa famille, sacrifice personnel considérable pour un homme attaché à ses racines parisiennes. « Je pars pour que la France continue de voler », déclara-t-il sobrement à ses proches avant de disparaître dans la clandestinité. L'opération Harmony West commença le 15 mai 1942 par un transport terrestre clandestin du moteur et de son inventeur à travers la France occupée. Voyage de 8 jours qui mobilisa successivement 4 réseaux de résistance différents et nécessita 6 changements de véhicules pour semer les éventuelles surveillances allemandes. Cette traversée de la France en guerre révéla à Rousseau l'ampleur extraordinaire de la résistance française, organisée en un maillage serré de complicité qui permettait de déplacer hommes et matériel d'un bout à l'autre du territoire, malgré l'omniprésence de l'occupant. Le passage de la ligne de démarcation entre zone occupée et zone libre représentait le moment le plus dangereux de ce périple clandestin. Le moteur révolutionnaire, dissimulé dans un camion de transport de matériel agricole, franchit cette frontière intérieure française grâce à la complicité d'un douanier patriote qui ferma délibérément les yeux sur cette cargaison suspecte. Cette connivence révélait que la résistance française s'étendait jusque dans l'administration collaboratrice, où de nombreux fonctionnaires sabotaient discrètement l'effort de guerre allemand. L'étape suivante conduisit l'équipe vers Marseille, où le réseau Alliance avait organisé l'embarquement clandestin vers l'Algérie française, encore contrôlée par Vichy, mais accessible aux agents britanniques.
Cette évacuation maritime, effectuée à bord d'un chalutier transformé secrètement en navire d'évasion, nécessita 3 nuits de navigation périlleuse en Méditerranée occidentale, zone intensément patrouillée par les forces de l'Axe, qui traquaient impitoyablement les tentatives d'évasion vers l'Afrique du Nord. L'arrivée à Alger marqua pour Rousseau la première étape de sa libération, mais aussi le début d'une nouvelle phase d'aventure. Les services techniques de la France libre, dirigés par des ingénieurs ralliés au général de Gaulle, accueillirent avec enthousiasme cet inventeur génial qui apportait à la France combattante une supériorité technique potentiellement décisive. Cette reconnaissance officielle par les plus hautes autorités françaises libres consacrait définitivement le génie du modeste mécanicien parisien. L'examen approfondi du moteur révolutionnaire par les experts de la France libre confirma et même dépassa toutes les évaluations antérieures. Les ingénieurs, dirigés par le polytechnicien Jacques Bousquet, calculèrent que cette invention permettrait à l'aviation française de retrouver une supériorité technique sur les meilleurs appareils allemands et de contribuer décisivement à la reconquête du territoire national. Cette perspective redonnait à la France libre un atout majeur dans les négociations avec les Alliés sur le partage des responsabilités dans la guerre aérienne. Le transfert final vers l'Angleterre s'effectua par voie aérienne depuis l'Algérie, à bord d'un bombardier Consolidated B-24 Liberator, spécialement aménagé pour transporter le moteur et son inventeur. Ce vol de nuit, effectué à haute altitude pour éviter l'interception par les chasseurs allemands basés en France, marqua pour Rousseau la réalisation de son rêve le plus fou, voir son moteur voler vers la liberté pour contribuer à la libération de sa patrie. L'atterrissage sur la base de Farnborough, centre d'essai de la Royal Air Force, déclencha immédiatement un programme d'évaluation intensive du moteur révolutionnaire français. Les meilleurs ingénieurs de Rolls-Royce, Napier et Bristol, mobilisés pour cette expertise exceptionnelle, confirmèrent unanimement que l'invention de Rousseau représentait la plus importante innovation de l'histoire de l'aviation depuis l'invention du moteur à explosion. Cette reconnaissance par l'élite technique britannique validait définitivement des années d'efforts clandestins. Les premiers bancs d'essai officiels révélèrent des performances encore supérieures aux mesures effectuées clandestinement en France. Dans les conditions optimales du laboratoire britannique, le moteur de Rousseau développait 3150 chevaux en régime continu, avec une fiabilité exceptionnelle et une consommation de carburant inférieure de 40% aux standards existants. Ces caractéristiques révolutionnaires transformaient complètement les perspectives de conception des futurs avions de combat alliés. L'intégration du moteur français dans un chasseur expérimental britannique, effectué en urgence pendant l'été 1942, produisit un appareil aux performances époustouflantes. Vitesse de pointe de 780 km/h, plafond pratique de 12 000 mètres, autonomie de 2000 km. Ces caractéristiques, supérieures de 50% à celles des meilleurs chasseurs existants, révolutionnaient complètement la stratégie de la guerre aérienne et donnaient aux Alliés une supériorité technique décisive sur la Luftwaffe. Parallèlement à ces succès techniques, Rousseau découvrait avec émerveillement l'univers de la recherche aéronautique britannique, où ces innovations étaient étudiées, analysées, perfectionnées par les meilleurs spécialistes mondiaux. Cette reconnaissance intellectuelle, après des années de clandestinité et de mépris officiel, comblait ses aspirations les plus profondes de créateur technique et validait sa foi inébranlable dans le génie français. L'automne 1942 marqua l'entrée en production de série du moteur révolutionnaire de Rousseau dans les usines britanniques, américaines et soviétiques, lancement industriel d'une ampleur exceptionnelle qui mobilisait simultanément les capacités de production des 3 principales puissances alliées. Cette fabrication massive, coordonnée selon des accords techniques secrets entre les 3 nations, témoignait de l'importance stratégique attribuée à l'invention française et de la détermination alliée à transformer cet avantage technique en supériorité opérationnelle décisive sur les forces aériennes de l'Axe. Rousseau lui-même supervisait l'adaptation de ces innovations aux chaînes de production britanniques. Travail complexe qui nécessitait de transposer des techniques artisanales perfectionnées dans la clandestinité vers des méthodes de fabrication industrielle en grande série. Cette transformation révélait de nouveaux aspects du génie technique du mécanicien français. Sa capacité à concevoir des procédés de production de masse, tout en conservant la précision millimétrique indispensable au fonctionnement de ces innovations révolutionnaires. Les premières livraisons de moteurs français équipèrent les escadrilles d'élite britanniques chargées de tester opérationnellement ces nouvelles technologies. Les pilotes de la RAF,
initialement sceptiques face à cette invention française qu'ils jugeaient peut-être trop belle pour être vraie, furent immédiatement conquis par les performances exceptionnelles de leurs nouveaux appareils. C'est comme passer du cheval à l'automobile, témoignait le squadron leader Thompson après son premier vol sur Spitfire équipé du moteur Rousseau. L'impact opérationnel de cette supériorité technique se manifesta spectaculairement lors des premiers combats aériens de l'automne 1942. Les chasseurs britanniques équipés du moteur français dominaient complètement les Messerschmitt et Focke-Wulf adverses, les surclassant en vitesse, en montée, en autonomie, en maniabilité à haute altitude. Cette supériorité technique révolutionnait l'équilibre de la guerre aérienne européenne et contraignait la Luftwaffe à réviser complètement sa stratégie de combat. Les services de renseignement allemands, alertés par cette dégradation soudaine de leurs performances relatives, déployèrent des efforts considérables pour identifier l'origine de cette supériorité technique alliée. Leurs enquêtes les menèrent progressivement vers la France et vers les usines Renault, révélant l'existence de l'atelier fantôme et l'ampleur de la résistance technique française. Cette découverte tardive déclencha une fureur considérable chez les dirigeants nazis qui réalisaient avoir été magistralement joués par de simples ouvriers français. La vengeance allemande contre l'usine Renault prit la forme de bombardements de représailles et d'arrestations massives d'ouvriers suspectés d'activités de résistance. Cette répression brutale, qui frappa malheureusement de nombreux innocents, témoignait paradoxalement du succès extraordinaire de l'opération clandestine de Rousseau et de l'impact stratégique considérable de son invention sur l'évolution du conflit mondial. Cependant, ces représailles tardives ne pouvaient plus compromettre une innovation désormais produite massivement dans 3 pays alliés et intégrée dans des centaines d'avions de combat. L'invention française avait échappé définitivement au contrôle allemand et transformait irréversiblement l'équilibre des forces aériennes mondiales. Cette réussite illustrait parfaitement la capacité de l'innovation technique à modifier le cours des événements historiques et à transformer des rapports de force apparemment figés. L'évolution de Rousseau lui-même témoignait de cette transformation historique. Le modeste mécanicien parisien était devenu en 2 années l'un des ingénieurs les plus respectés de l'industrie aéronautique mondiale, consulté par les plus hautes autorités techniques alliées, décoré par 3 gouvernements, reconnu comme l'un des génies créateurs de son époque. Cette ascension fulgurante récompensait justement des années d'efforts obstinés et de risques permanents au service de la liberté. Les applications de ces innovations dépassaient désormais le cadre strictement militaire pour révolutionner l'ensemble de l'industrie aéronautique. Les principes de résonance harmonique développés pour son moteur de guerre trouvaient des applications civiles dans la conception d'avions de transport plus efficaces et plus économiques. Cette transition vers des applications pacifiques préfigurait l'impact durable de son œuvre sur l'aviation commerciale de l'après-guerre. Plus profondément, l'aventure de l'atelier fantôme révélait la capacité extraordinaire de résistance créatrice du peuple français face à l'oppression. Cette invention, née de la révolte d'un homme simple contre l'humiliation de son pays, témoignait que l'excellence technique française pouvait triompher de tous les obstacles quand elle était mue par l'amour de la patrie et le refus de la défaite. Cette leçon d'histoire garde toute sa pertinence pour comprendre les ressources cachées des nations en situation de crise. L'héritage technique de Rousseau allait marquer durablement l'évolution de l'aviation mondiale. Ces innovations, perfectionnées et développées par l'industrie alliée, serviraient de base aux avions à réaction de l'après-guerre et influenceraient, pendant des décennies, l'évolution de la propulsion aéronautique. Cette postérité technique extraordinaire transformait l'aventure clandestine du mécanicien parisien en révolution industrielle majeure du XXe siècle. L'année 1943 consacra définitivement le triomphe de l'innovation française avec l'entrée en service opérationnel massif des chasseurs alliés équipés du moteur Rousseau sur tous les théâtres d'opération de la guerre mondiale. Cette généralisation de la supériorité technique française transformait radicalement l'équilibre des forces aériennes et donnait aux Alliés un avantage décisif qui accélérait considérablement la marche vers la victoire finale. L'impact stratégique de l'invention du modeste mécanicien parisien dépassait désormais toutes les espérances initiales et modifiait durablement le cours de l'histoire militaire mondiale. Les statistiques opérationnelles révélaient l'ampleur de cette révolution technique. Les escadrilles équipées du moteur français affichaient des taux de victoire aérienne supérieurs de 300% à ceux des unités conventionnelles, tout en subissant des pertes inférieures de 60% grâce à leur supériorité en vitesse et en maniabilité. Ces performances exceptionnelles transformaient la guerre aérienne d'un combat incertain
en domination systématique des cieux par l'aviation alliée, privant progressivement les forces de l'Axe de leur couverture aérienne. Rousseau lui-même, devenu directeur technique du programme de développement britannique, supervisait l'évolution continue de ces innovations pour maintenir l'avance technologique alliée face aux efforts désespérés de l'industrie allemande pour rattraper ce retard technique. Cette course à l'innovation, où l'inventeur français gardait plusieurs longueurs d'avance sur ses poursuivants, illustrait parfaitement la supériorité du génie créatif français sur l'organisation industrielle allemande pourtant réputée pour son efficacité. L'influence de Rousseau s'étendait également au développement de nouvelles armes aériennes révolutionnaires, missiles air-air guidés, bombes de précision, systèmes de navigation automatique, innovations qui préfiguraient l'aviation moderne et donnaient aux Alliés des capacités de frappe d'une précision inégalée. Ces développements, tous inspirés des principes techniques découverts pour son moteur révolutionnaire, transformaient l'aviation militaire en force de frappe chirurgicale, capable d'atteindre n'importe quel objectif avec une efficacité maximale. La reconnaissance internationale du génie de Rousseau atteignit son apogée quand Winston Churchill en personne lui remit la plus haute décoration britannique pour services exceptionnels rendus à la cause alliée. Cette cérémonie, organisée en présence du général de Gaulle et de représentants américains et soviétiques, consacrait officiellement la contribution décisive de l'inventeur français à la victoire alliée et honorait symboliquement l'excellence technique française face à la barbarie nazie. Cependant, cette gloire internationale ne faisait pas oublier à Rousseau ses origines modestes et sa mission patriotique initiale. « Je n'ai fait que mon devoir de Français », déclarait-il lors de la cérémonie de remise de décoration. « Mon moteur n'était qu'un moyen de prouver que la France ne renonce jamais à l'excellence, même dans l'adversité. » Cette humilité naturelle, qui contrastait avec l'ampleur de ses réalisations, témoignait de la noblesse de caractère qui avait porté toute son aventure extraordinaire. L'impact de ces innovations sur l'industrie aéronautique civile commençait également à se manifester avec le développement des premiers prototypes d'avions de ligne équipés de versions adaptées de son moteur révolutionnaire. Ces appareils expérimentaux, capables de transporter 100 passagers à plus de 600 km/h sur des distances de 5000 km, préfiguraient l'aviation commerciale moderne et annonçaient une révolution des transports aériens pour l'après-guerre. Les principes techniques développés par Rousseau trouvaient également des applications dans d'autres domaines industriels. Moteurs marins haute performance, groupes électrogènes ultra efficaces, systèmes de propulsion pour l'industrie spatiale naissante. Cette diversification des applications révélait l'universalité du génie créateur français et l'impact durable de cette innovation sur l'ensemble du développement technologique du XXe siècle. L'équipe originale de l'atelier Fantôme, dispersée entre l'Angleterre, les États-Unis et l'Union soviétique selon les péripéties de leurs évasions respectives, continuaient à collaborer étroitement au développement des innovations issues de leur travail clandestin. Cette coopération technique internationale, née dans la résistance française, créait des liens durables entre les ingénieurs alliés et jetait les bases de la coopération scientifique de l'après-guerre. Dubois, devenu directeur de production dans les usines américaines, perfectionnait les méthodes de fabrication en série pour réduire les coûts et améliorer la fiabilité. Martin, installé en Union soviétique, adaptait les innovations électriques pour les conditions extrêmes de l'aviation arctique. Lecomte, resté en Angleterre auprès de Rousseau, développait de nouveaux systèmes de précision pour l'aviation de reconnaissance stratégique. Cette collaboration internationale révélait comment l'innovation française pouvait fédérer les talents alliés. L'héritage de l'atelier Fantôme dépassait largement le cadre technique pour devenir un symbole de la résistance créatrice française face à l'oppression. Cette aventure extraordinaire, née de la révolte d'ouvriers français contre l'humiliation de leur pays, démontrait que l'excellence technique pouvait être une forme de patriotisme et que l'innovation constituait une arme décisive dans les conflits modernes. Plus profondément, l'épopée de Rousseau illustrait la capacité du génie populaire français à révolutionner les technologies les plus avancées par l'application de l'intuition créatrice aux problèmes techniques les plus complexes. Cette leçon d'histoire conserve toute sa pertinence contemporaine dans un monde où l'innovation technique détermine largement l'équilibre des puissances et l'évolution des sociétés. L'après-guerre consacra définitivement Marcel Rousseau comme l'une des figures les plus emblématiques du génie technique français, transformant le modeste mécanicien parisien en légende internationale de l'innovation aéronautique. Son retour triomphal en France libérée
en septembre 1944, déclencha un enthousiasme populaire extraordinaire qui révélait la fierté retrouvée d'un peuple français conscient d'avoir produit l'un des inventeurs les plus brillants de son époque. Cette reconnaissance publique, si longtemps différée par les contraintes de la guerre clandestine, récompensait justement des années d'efforts héroïques au service de la liberté et de l'excellence nationale. Le général de Gaulle en personne accueillit Rousseau à l'Élysée pour une cérémonie exceptionnelle qui honorait symboliquement tous les résistants techniques français ayant contribué par leur génie à la victoire alliée. « Monsieur Rousseau, » déclara solennellement le chef de la France libre, « vous incarnez parfaitement ce génie français qui refuse la défaite et transforme l'adversité en victoire. Votre moteur n'a pas seulement propulsé nos avions vers la liberté, il a emporté avec lui l'honneur et l'orgueil retrouvés de notre nation. » Cette reconnaissance officielle au plus haut niveau consacrait définitivement l'apport exceptionnel de l'inventeur au redressement national. La reconstruction de l'industrie aéronautique française s'organisa naturellement autour des innovations révolutionnaires de Rousseau, qui accepta de diriger les nouveaux ateliers nationaux d'aviation, créés pour donner à la France une position dominante dans l'aéronautique mondiale de l'après-guerre. Cette responsabilité industrielle majeure lui permettait de mettre son génie au service de la renaissance économique française tout en conservant l'esprit d'innovation qui avait caractérisé l'atelier fantôme clandestin. Sous sa direction, l'industrie aéronautique française développa une série d'avions révolutionnaires qui établirent de nouveaux standards mondiaux de performance et d'efficacité. Le Super Caravelle, premier avion de ligne commerciale équipé d'une version civile du moteur Rousseau, révolutionna le transport aérien européen par sa vitesse, son autonomie et surtout son extraordinaire économie de fonctionnement qui rendait l'aviation accessible à un public beaucoup plus large. L'influence internationale de Rousseau s'étendait également au développement de la coopération technique européenne naissante. Ces innovations servaient de base au premier programme aéronautique commun entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest, jetant les fondations de ce qui deviendrait plus tard l'industrie aérospatiale européenne. Cette dimension européenne de son œuvre illustrait parfaitement la capacité du génie français à fédérer les talents continentaux autour de projets d'excellence. Les applications spatiales des innovations de Rousseau marquèrent également l'entrée de la France dans l'ère de la conquête spatiale. Ces moteurs, adaptés aux conditions du vide spatial, équipèrent les premières fusées françaises et contribuèrent au développement du programme spatial national. Cette transition de l'aéronautique vers l'astronautique révélait l'universalité des principes techniques découverts dans les caves de Renault et leur capacité à révolutionner tous les domaines de la propulsion mécanique. L'héritage pédagogique de Rousseau transforma également l'enseignement technique français avec la création de l'École nationale supérieure de mécanique appliquée, qui portait son nom et formait les futurs ingénieurs selon les méthodes qu'il avait développées. Cette institution, qui combinait excellence théorique et innovation pratique, révolutionnait l'éducation technique française en réconciliant formation intellectuelle et créativité artisanale, selon l'exemple donné par son fondateur. Ses mémoires, publiées en 1955 sous le titre « Le moteur de la liberté », devinrent rapidement un classique de la littérature technique et patriotique française. Ce récit, rédigé avec la simplicité et la modestie qui caractérisaient l'homme, révélait les ressorts psychologiques et techniques de son aventure extraordinaire, tout en rendant hommage à tous ses collaborateurs de l'atelier fantôme. Cette œuvre littéraire contribuait à perpétuer la mémoire de cette résistance technique et à inspirer les générations futures d'innovateurs français. Les dernières années de Rousseau furent consacrées à la recherche fondamentale sur les nouvelles formes de propulsion qui révolutionneraient l'aviation du XXIe siècle. Ses travaux sur la propulsion électromagnétique et les moteurs à réaction plasma préfiguraient les développements technologiques les plus avancés et maintenirent la France à la pointe de l'innovation aéronautique mondiale. Cette capacité à anticiper les évolutions techniques futures témoignait de la vision prophétique de cet homme exceptionnel. Sa mort en 1975, à l'âge de 77 ans, déclencha un hommage national exceptionnel qui révéla l'ampleur de l'affection populaire pour ce héros discret du génie français. Les obsèques nationales, célébrées en présence de représentants du monde entier, honoraient non seulement l'inventeur génial, mais aussi le patriote exemplaire qui avait su transformer sa révolte contre l'oppression en contribution décisive à la grandeur française. L'héritage de Marcel Rousseau perdure aujourd'hui dans tous les domaines où s'appliquent ces innovations révolutionnaires, de l'aéronautique moderne aux technologies spatiales les plus avancées.
Son exemple continue d'inspirer les inventeurs contemporains par la démonstration que l'excellence technique, guidée par l'amour de la patrie et le refus de l'impossible, peut transformer le monde et changer le cours de l'histoire. Cette leçon d'optimisme créateur garde toute sa pertinence dans notre époque de défis technologiques majeurs et de transformations industrielles révolutionnaires.